Et je vais laisser la parole maintenant. J'invite Jean-François Copé à venir à ce micro. Grand démocrate, il va pouvoir enchaîner sur la démocratie face à ces désordres du monde, entre autres thèmes de son intervention. Jean-François, you have the floor. Merci beaucoup Jean-Pierre, et je dois vous dire que je suis très heureux et très enthousiaste de participer à cette journée. Je dois dire que depuis le début de cette matinée, on a entendu des propos vraiment passionnants et qui nous invitent les uns et les autres à remettre à leur juste proportion les petites préoccupations que l'on peut avoir au quotidien, parce que les grands enjeux sont là. Alors moi, j'ai un rôle vraiment particulier, puisque j'ai quelque part la charge de faire une espèce de transition entre cette table ronde du duopole États-Unis-Chine et puis les enjeux pour l'Europe. Et je pense que l'échange que vous venez d'avoir sur la question de la démocratie est très intéressante, parce que, pour ce qui me concerne, il me semble que le grand enseignement qu'on peut tirer de tout ce qu'on a entendu là depuis le début de cette matinée, c'est que nous avons maintenant, ce qu'on n'avait peut-être pas de la même manière il y a quelque temps, c'est une courbe d'expérience, une vraie courbe d'expérience, qui fait que, comme nous ont toujours dit nos parents, tu as le droit de faire une erreur une fois, tu n'as jamais le droit de faire deux fois la même. Et la vérité derrière tout cela, c'est que ce que nous avons vécu, notamment au début des années 2000, dans une approche qui était, c'est vrai, assez spontanément atlantiste, ne peut plus revêtir tout à fait les mêmes raisonnements qu'à ce moment-là, au regard de tout ce qu'on a vécu, d'heureux, mais aussi de malheureux, de succès, mais aussi d'échecs. Et je voudrais, pour ça, prendre un point d'illustration très concret qui, à mon sens, en fait, est le déterminant du moment et des années qui viennent pour les grands rapports géopolitiques, c'est l'affaire de l'Ukraine. On en a parlé depuis le début de cette matinée, on tourne autour. Bon, la vérité, c'est que, pour ce qui me concerne, je pense qu'en réalité, il y aura un avant et un après guerre d'Ukraine. Qu'en vous disant ça, j'ai l'air de vous dire une évidence, mais si je vous dis ça, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on dit il y aura un avant et un après guerre d'Ukraine. Ben, c'est tout simplement que ça nous renvoie à une réalité qui est très simple et qu'on avait tendance à oublier, c'est qu'au fil des générations qui passent, on a perdu le sens du tragique. Le tragique, c'est la guerre. Et comme on a oublié en Occident et en Europe ce que ça voulait dire la guerre chez nous, parce que les générations qui l'ont vraiment connue disparaissent les unes après les autres, eh bien on n'est plus capable de remettre les choses dans leur hiérarchie ni de relativiser. Moi, j'ai eu, comme tout le monde, des déclics venant de la vie quotidienne. Quand un jour, l'une de mes filles m'a dit « Tu sais, papa, c'est tragique ce qui vient de m'arriver », je lui ai dit « C'est-à-dire ?» Elle m'a dit « En fait, mon portable est en panne. » J'ai compris qu'il y avait un vrai décalage. Donc, j'ai tout de suite recalé les choses. J'ai dit « Non, le tragique, c'est pas ça, c'est tes grands-parents, les rafles, la guerre. » Et là, tout s'est arrêté. Elle m'a dit « Oui, tu as raison. » La réalité, c'est que d'année en année, de génération en génération, nous n'avons plus la perception, nos contemporains n'ont plus la perception de ce qu'est le tragique. Si je mets ce point sur la table, c'est parce que c'est pour moi l'illustration que nous avons avec l'Ukraine. Cette guerre qui est à nos portes et qui en réalité va nous amener à voir trois éléments d'analyse majeurs. D'abord, notre rapport à la Russie de Poutine, qu'on le veuille ou non, a profondément et définitivement changé. Je faisais partie, comme beaucoup, de ceux qui considéraient jusqu'à février 2022 que ça pouvait avoir du sens de construire une relation avec la Russie. Pour 1000 raisons sur lesquelles je ne m'étends pas, on les connaît, on les voit bien. Reste que si, durant les 20 années qui s'étaient écoulées, on pouvait légitimement penser que finalement Poutine avait fait un sans faute, bien joué, sur tous les théâtres d'opération qui ont été rappelés, eh bien là, il a commis la faute absolue. Parce que c'est une faute absolue, une faute de dirigeant politique. Il a sous-estimé la réactivité de l'Occident en général, des États-Unis et de l'Union européenne. Et cette faute de sous-estimation, qui est une évidence aujourd'hui, on peut essayer de réécrire l'histoire comme on veut, c'est une faute de dictateur, isolé avec les années. Cette faute-là, en réalité, a pour conséquence que nous ne pouvons plus, jamais,
considérer que rien ne s'est passé. Je connais les arguments de ceux qui viennent encore, sans état d'âme, justifier l'injustifiable. Ah, mais l'Ukraine, en réalité, quand on y regarde de plus près, les différentes conférences, est-ce que c'est pas un peu russe quand même ? Je connais tous ces arguments. Ils sont, de mon point de vue, balayés par un argument, qui d'ailleurs rejoint l'échange sur la démocratie ou pas la démocratie. Je suis arrivé à cette idée, et je n'étais pas né comme ça, qu'une grande diplomatie, en réalité, elle doit avoir pour seul critère l'alignement d'intérêts. Nous défendons nos principes, évidemment, nous défendons nos valeurs. Mais moi, je suis plus très loin de penser qu'en réalité, la démocratie, c'est sui generis. C'est une histoire qui correspond à la vie d'un certain nombre de pays, pas tous, pour 1000 raisons. Mais il y a une chose qui est certaine. Le premier rôle d'un pays, dans la diplomatie qu'il conduit, c'est la défense de ses intérêts, et donc c'est la recherche d'alignement d'intérêts avec ses interlocuteurs. Au sein de l'Union européenne, c'est une évidence. Avec les autres ensembles mondiaux et les autres partenaires, c'est de mon point de vue tout aussi évident. Deuxième élément, notre rapport à la Russie de Poutine change parce qu'une invasion, ce n'est pas la même chose qu'une menace d'invasion. Et que par ailleurs, les crimes de guerre absolument effroyables qui sont commis, les déportations d'enfants qui sont avérées et documentées, ne peuvent pas laisser les choses impunies. Ça n'est pas possible. Je sais les objections, elles sont nombreuses sur la manière de punir les auteurs de ces crimes. Il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Ma deuxième remarque, c'est que la Russie, elle est la grande perdante de l'affaire. Et oui, Sylvie, je vous écoutais là-dessus, elle est de fait profondément affaiblie. La question n'est pas de savoir si elle est vassale ou vassalisée par la Chine. La réalité, c'est quoi ? C'est quelques chiffres très simples. Elle représentait, par exemple, 40% des importations de gaz naturel liquéfié pour l'Union européenne. Elle est à 5%, 10% aujourd'hui. C'est les Américains qui sont premiers importateurs de GNL. Pour l'anecdote, c'est donc les Américains qui sont les grands gagnants. Bah oui, bien sûr. On achète du gaz de schiste, alors qu'on n'en voulait pas pour nous, chez eux. Et donc, on sauve leur filière. La question de l'OTAN n'a plus du tout la même ampleur qu'avant. Aujourd'hui, c'est devenu un élément clé. Nous jouons tous le jeu, évidemment. Et donc, c'est vrai que dans ce contexte, et c'est de mon point de vue le troisième élément qui font qu'il y a un avant et un après, parce que c'est un stimulant extraordinairement puissant pour l'Europe. Tu as raison, Jean-Pierre, quand tu dis ce sont les crises qui, depuis le début, forgent l'Europe. C'était d'ailleurs la doctrine de Jean Monnet qui disait l'Europe, elle se fera par les crises. Ben oui, bien sûr. Et c'est de ce point de vue un certain nombre d'acquis aujourd'hui sur lesquels personne n'osera vraiment revenir. Et je voudrais prendre très vite 2 ou 3 exemples qui vont vous parler. Le premier d'entre eux, parce que le mot-clé aujourd'hui, c'est celui de retrouver notre souveraineté par rapport à tout ça. Le premier d'entre eux, c'est cette affaire de l'énergie. Elle est incroyable. Ça fait quand même 25 ans, en France en particulier, mais pas seulement, que vous avez un mot-clé chez tous les mouvements écologistes, qui est de dire arrêtez le nucléaire tout de suite. C'est horrible, c'est épouvantable, c'est le combat absolu, etc. Et les autres partis politiques, il y en a qui ont calé d'ailleurs, soit pour se faire élire, soit pour essayer de se faire élire, enfin en tout cas qui ont dit bon, ok, on lâche le nucléaire, vous avez raison, le nucléaire c'est affreux. Et en particulier, à partir de 2012 jusqu'à 2022, nous avons eu 10 ans d'un processus enclenché, dont certains, dont j'étais, étaient horrifiés, qui était de voir le démantèlement d'un élément majeur de la souveraineté française. Les Allemands sont allés plus vite que nous, ils ont tout arrêté, vous le savez, à travers la décision qui a été prise par Mme Merkel de cette coalition, pseudo-coalition avec les Verts. Résultat des courses, lorsque M. Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, sans le savoir, il a sauvé la filière nucléaire française. Puisqu'en réalité, en quelques semaines, tout le monde a trouvé le nucléaire absolument formidable. Le président de la République lui-même ne se souvenait absolument pas qu'il en avait démantelé des centrales. Il a tout de suite expliqué qu'il allait toutes les remanteler. Et nous sommes en train de redevenir une puissance nucléaire majeure en Europe et dans le monde. Et cette fois, on ne lâchera plus jamais l'affaire. Et vous l'avez constaté, il n'y a plus un écologiste en France qui parle du nucléaire. Et il n'y a plus un Français qui vous dit qu'il faut arrêter le nucléaire. Tout le monde a bien compris que sur ces sujets-là, la souveraineté énergétique, elle passait évidemment par là. C'est une mise en lumière très intéressante de la légèreté européenne dans un certain nombre de domaines quand tout va bien. Et c'est pour cela que, de mon point de vue, il faut faire très attention quand on prend un certain nombre de décisions pour essayer de sauver un journal de 20 heures. Parce qu'on a une belle image le soir,
Le lendemain, tout le monde l'a oublié, mais les conséquences sont pour les années qui suivent. Et donc cette idée de dire d'un côté, on remet le nucléaire, d'ailleurs au passage les 4 scénarios du GIEC intègrent tous une hausse du recours à l'énergie nucléaire en association avec les renouvelables, cette idée de dire d'un côté, on met le paquet sur le nucléaire, et de l'autre, on réfléchit à un mix énergétique intelligent, pas utopique, et où on rajoute l'hydrogène, c'est probablement une voie nouvelle. Cette cohérence d'ensemble, elle illustre, de mon point de vue, parfaitement l'avant et l'après-guerre en Ukraine. Le deuxième élément, évidemment, c'est le dossier de la défense européenne. Ça a été évoqué à juste raison par Jean-Yves Le Drian dans son remarquable exposé tout à l'heure. Bien sûr, là encore, les Européens ont fait preuve d'une cohérence absolument remarquable. J'ai été, moi, à titre personnel, impressionné à la fois par la puissance du choc de l'invasion en Ukraine et en même temps par la puissance de la réaction européenne. 11 paquets de sanctions adoptés à l'unanimité ou quasiment dans un délai record, on ne l'aurait pas imaginé quelque temps avant. Cette espèce d'instinct vital qui a marqué l'Europe, on retrouve là les traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale, de mon point de vue, sont des éléments absolument historiques en réalité. L'aide financière massive, on a beaucoup parlé de l'aide américaine, quand on fait les comptes, et Thierry Breton les a fait il n'y a pas longtemps, les Européens ne sont pas si éloignés que ça de l'aide apportée par les États-Unis, qu'elle soit militaire ou civile à l'égard de l'Ukraine, quand on totalise ce qui a été réalisé et ce qui est réalisé par l'Union européenne. Au passage, avec un soutien considérable des opinions publiques européennes. Je regardais encore les sondages, c'est incroyable de voir qu'encore aujourd'hui, vous avez 70% de soutien en France, 65% en Allemagne, 80% en Grande-Bretagne, Italie 70% en juin 23. C'est vous dire que malgré les 18 mois de guerre, de crise, les opinions publiques européennes se sentent terriblement concernées, c'est-à-dire menacées, en fait, par ce qui vient de se passer. Alors, ma troisième remarque, évidemment, et ça aussi c'est un élément que je vous mets au débat pour la transition avec l'autre table ronde, c'est l'Union européenne hors de ses frontières. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le splendide isolement est interdit, surtout pour nous. Alors, le débat de savoir est-ce qu'on est attractif, pas attractif, est-ce qu'on est attractif pour de bonnes raisons ou pas de bonnes raisons, ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne est un paradis pour le reste du monde, à tous égards. Un paradis économique, un paradis social, un paradis politique. Parce qu'évidemment, le prix de la démocratie, c'est qu'il peut y avoir quelques jours d'émeutes dans une banlieue, il peut y avoir des déstabilisations ici ou là, mais malgré tout, ça reste, comment disait Churchill, le pire des régimes sauf tous les autres. Ne nous trompons pas quand même de combat, au moins pour nous. Laissons les autres faire ce qu'ils veulent, mais ne nous trompons pas de combat pour nous. Et cette attractivité-là, vous ne la trouverez pas beaucoup dans d'autres pays ou d'autres continents, pour les raisons que je viens d'indiquer. Les Américains sont revenus en force sur le théâtre européen, à la faveur de cette crise ukrainienne, évidemment. Ils ont profité de notre insuffisante autonomie stratégique, c'est classique, c'est leur intérêt de le faire. Je rappelle qu'il y a encore 100 000 soldats américains, quand même, sur le sol européen. La Chine, Sylvie l'a rappelé très justement, elle est venue au secours, bien sûr, de la Russie, mais elle l'a fait avec beaucoup de finesse et de subtilité. En réalité, elle a affirmé clairement le partenariat, bien sûr. Elle a acheté à bas prix les hydrocarbures russes, à bas prix, n'oublions jamais ça. Dans le bilan négatif de l'opération ukrainienne, il y a aussi que la Russie, elle vend maintenant ses hydrocarbures au rabais et elle les vend à la Chine. De l'autre, le continent africain qui a lâché assez largement l'Union européenne, en tout cas pour une bonne part, politiquement, dans les conditions que nous savons, au moins pour la partie de l'Afrique subsaharienne que nous connaissons bien. C'est, de mon point de vue, un échec absolument considérable. Je ne fais pas partie, certains d'entre vous le savent, de ceux qui sont les candidats à l'autoflagellation permanente. Je pense que la France a toutes les raisons, en réalité, d'être extrêmement fière de ce qu'elle a fait pour un certain nombre de pays africains, dans le cadre de l'aide au développement, dans le cadre d'interventions militaires, et notamment Barkhane, qui ont permis de contenir la menace islamiste. On s'y est pris comme on l'a pu, avec nos habitudes françaises. Il y a eu sans doute des maladresses, je veux bien l'entendre, mais enfin, la réalité des choses, c'est que tout cela s'est fait sans véritable soutien autre que des résolutions de l'ONU. L'Europe nous a laissé faire, il faut bien le dire, elle s'en est pas beaucoup occupé. Les États-Unis nous ont regardé faire, ils étaient plutôt en arrière, et on est obligé aujourd'hui de partir dans des conditions qui sont extrêmement douloureuses et qui me laissent à penser que nous devons réécrire profondément notre copie vis-à-vis de l'Afrique. Repenser sans doute à travailler d'abord avec ceux des pays qui nous souhaitent,
plutôt que ceux des pays qui nous insultent, de voir comment on peut reconstruire avec eux des partenariats, si possible civils. Essayons d'éviter le militaire pendant un certain temps. Le civil, l'économie, la culture, les services, l'industrie, l'éducation, il y a 1000 choses à faire ensemble. Et ces choses-là, elles permettent de redonner, comment dit-on, du soft power, sans donner le sentiment en permanence qu'on est des intrus. Et puis, quant à ceux des régimes qui trouvent que c'est plus sympa de travailler avec Wagner, comment vous dire, je vous le laisse, disait Jacques Chirac à Lionel Jospin dans un débat en parlant d'Alain, que par ailleurs j'aime beaucoup, mais voilà, on vous les laisse, Wagner, si vous les voulez. Et puis enfin, pour terminer par rapport à tout ça, j'ai envie simplement de vous dire que c'est là que s'arrête mon analyse, en fait, parce qu'on est à la croisée des chemins. Je ne vois pas, en réalité, de salut pour l'Europe s'il n'y a pas le développement puissant de coopération politique très structurée, sur une politique de défense, sur des réformes structurelles, sur l'émergence à la clé d'une politique étrangère qui soit cohérente et qui serve véritablement au moins le point commun des intérêts européens. Et il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ça a du sens de le faire ensemble. Et on le voit bien, on l'a vu pour l'énergie, et on le voit bien aussi à travers ce qui est en train de se passer en Afrique et du mouvement qui est en train de s'installer autour des nouveaux BRICS, qui ont maintenant un périmètre considérable. Donc oui, bien sûr qu'il y a la place pour l'Europe à tous égards, à travers ces partenariats et ces développements à mettre en place. Mais de l'autre, il y a le risque des mouvements populistes, évidemment, qui fonctionnent dans les démocraties assez bien, parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'appuient sur le court-termisme, ils jouent sur les crises, ils jouent sur les colères, ils vous proposent systématiquement des solutions simplistes. Généralement, c'est on renverse la table, là où le bon vieux parti de gouvernement, le bon vieux démocrate dit non, c'est des problèmes compliqués, on ne peut pas les régler en une semaine. Le parti populiste dit moi, je le règle en 1 heure. Et ça va se faire tout de suite, dans la brutalité. Et vous verrez, vous serez mieux après. Il y a tellement de boucs émissaires à virer. Ça fait partie de l'histoire de l'Europe, la fameuse théorie du bouc émissaire. Donc c'est vrai que ce dilemme, il est devant nous. Et si je devais terminer, je vous dirais, voilà pourquoi il ne faut pas caler devant Poutine, tout simplement. On peut le regretter, on peut trouver des tas d'explications à plein de choses, on peut même trouver des formules simplistes, comme celle que j'ai entendue il y a quelques jours d'un grand ancien dirigeant français disant la Russie sera toujours là. Oui, bien sûr, merci, la Russie sera toujours là. Mais pour autant, est-ce que c'est notre intérêt de caler devant Poutine? Non, ça n'est pas notre intérêt. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les horreurs que génère ce conflit, notre intérêt, à nous, Européens, c'est de ne pas céder. C'est d'accepter d'aller peut-être à l'accord de 2014, qui est déjà une belle concession après celle de la Géorgie en 2008, mais pas au-delà. Sinon, tous les pays qui nous regardent considéreront que nous sommes non seulement des démocraties, mais en plus des faibles. Et alors, on perdra sur tous les tableaux. Et de mon point de vue, c'est cet enjeu-là qui explique qu'il y aura un avant et un après Ukraine, et qu'on joue une partie très importante. Les Américains la jouent, mais nous, Européens, nous la jouons. Et c'est, à mon sens, l'un des points clés qui déterminera l'histoire des prochaines années. Merci. Merci Jean-François. Je dis aux plus jeunes parmi nous, voilà un discours politique. C'est ça la politique. C'est une analyse rigoureuse, mais aussi des perspectives, des tripes, des convictions. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui, d'une situation qui est une situation extraordinairement difficile, avec un certain nombre d'analyses, mais à partir d'un certain nombre de convictions, des pistes qui se dégagent et une mobilisation qui se ressent. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui dans nos pays. Il n'y a rien de pire aujourd'hui qu'à un moment ou à un autre, cette forme de sentiment d'impuissance qui fait qu'on est dans des situations où on devient tous, les uns et les autres, des observateurs commentateurs. Et cette énergie de la responsabilité, merci Jean-François de nous donner ce bel exemple. Je vois que tu n'as rien perdu de cette puissance créative que tu avais quand tu étais porte-parole d'un excellent gouvernement. Merci.